1989. ITK-17, région de Kharkiv, RSS d'Ukraine. Un hiver profond. Au milieu du mois de décembre, on amena 3 nouveaux détenus lors d'un transfert. Pas de simples prisonniers, des criminels d'élite, des hommes au passé si sanglant que même les vieux caïds détournaient le regard. Le premier à descendre fut Grégoire Saveliev, surnommé le Grec. 47 ans, 7 condamnations, 4 cadavres dans les dossiers officieux. Grand, sec, les yeux vides comme des puits brûlés. Derrière lui venait Viktor Roudenko, dit le tank. Presque 120 kilos de masse vivante, ancien mineur. Des mains de marteau, un sourire tordu comme s'il avait déjà choisi qui il allait briser. Le dernier fut Oleg Mirochnitchenko, dit le scalpel. Mince, nerveux, des doigts longs, presque élégant. Ancien ambulancier. Autrefois, il soignait les gens. Maintenant, disait-on, il les ouvrait proprement, sans anesthésie et sans gestes inutiles. 3 jours plus tard, tous 3 savaient déjà tout. Qui prenait des cigarettes à l'atelier, qui fermait les yeux sur l'alcool artisanal, qui craignait les dénonciations, qui vendrait sa propre mère pour un paquet de tabac. Il ne criait pas, ne frappait pas du poing. Il regardait, écoutait et soumettait peu à peu tout le bloc. Même les hommes du 4e secteur, qui jusque-là tenaient leurs cellules d'une main de fer, les saluaient les premiers et baissaient les yeux. En face d'eux se tenait Olga Kravchenko, inspectrice principale du régime, 34 ans. Grande, droite, athlétique. Son père, ancien combattant décoré, lui avait appris depuis l'enfance le combat réel, le sambo et le tir. Elle avait presque terminé des études de médecine, jusqu'à la mort de son père. Ensuite, elle avait tout abandonné pour entrer dans le système pénitentiaire. Son uniforme était toujours boutonné jusqu'au col. Son regard était direct, sa voix calme. Même les pires détenus évitaient de jurer en face d'elle. 3 semaines plus tard, on retrouva ces 3 hommes morts dans le quartier disciplinaire numéro 11. Le Grec était assis contre le mur, un pistolet Makarov dans la main, une balle dans le genou, puis une autre dans la tête. Le tank gisait face contre terre, une mare de sang sous le ventre. Le scalpel était allongé sur sa couchette, les jambes pendantes, un trou dans la nuque. Version officielle, règlement de comptes internes, conflit entre détenus, tentative de prise d'armes, fusillade mutuelle dans un accès de rage alcoolisée. Aucun membre du personnel n'avait été blessé. Mais ce n'était pas ce qui s'était réellement passé. Le fourgon cellulaire entra sur la cour vers le milieu de la matinée. Le moteur s'éteignit et aussitôt, on n'entendit plus que la neige grincer sous les bottes de l'escorte. Olga Kravchenko se tenait au premier rang des officiers, les mains dans le dos, le regard fixe. Son uniforme était impeccable, pas un pli de trop. Le col relevé juste assez pour protéger son cou du froid. Les portes s'ouvrirent. Le premier à descendre fut un homme grand et sec, la chapka légèrement inclinée. Son regard glissa sur les rangs et s'arrêta sur Olga 2 secondes de plus que sur les autres. Saveliev. Les yeux vides, comme si tout ce qui pouvait brûler en lui avait déjà été réduit en cendres. Puis surgit Roudenko, le tank. Une masse de muscles, les épaules larges, la démarche lourde comme si le sol se déformait sous lui. Enfin, Mirochnitchenko, le scalpel. Mince, vif, les doigts longs et presque raffinés. L'ancien ambulancier qui, autrefois, sauvait des vies. Désormais, disait-on, il les détruisait avec précision. Nom, prénom, patronyme, article, peine, aboya le major Kolesnik, chef du secteur. Le Grec répondit le premier, d'une voix basse et calme. Saveliev Grégoire Ivanovitch. Article 102, deuxième partie, 105 à 106. 23 ans en régime strict. Le tank ricana. Roudenko Viktor Petrovitch. 105, 106, 161. 17 ans. Le scalpel sourit d'un air presque tendre. Mirochnitchenko Oleg Vassilievitch. 105, 106-2. 15 ans. Kolesnik fit un signe au planton. 3e secteur, couchette du bas, cellule 9, pas de discussion. Olga resta immobile. Elle connaissait déjà leur surnom grâce au rapport opérationnel lu la veille au soir. Elle savait que le Grec n'élevait jamais la voix, mais que son murmure refroidissait une cellule entière. Elle savait que le tank pouvait briser des côtes d'un seul mouvement, et que le scalpel était capable de refermer une plaie si proprement que personne ne devinerait ce qu'il avait caché dessous. Le rassemblement prit fin. Les détenus partirent vers l'atelier. Olga retourna à la salle de garde, s'assit à son bureau et ouvrit les dossiers personnels.
Les photos étaient anciennes, en noir et blanc. Sur l'une d'elles, le Grec regardait directement l'objectif, comme s'il savait déjà qu'il s'en sortirait toujours. Elle referma le dossier et regarda le petit miroir accroché au mur. Un visage ordinaire, fatigué. Pas encore d'échymose. Bien. À midi, le major Kolesnik entra dans son bureau. « Kravchenko, tu les as vus ?»« Oui. »« Et alors ?»« Dangereux. » Kolesnik souffla par le nez. « C'est un mot faible. Surtout le grand, le Grec. 2 incidents graves avec lui dans d'autres camps. Une fois, un lynchage. Une autre, un coup de lame dans le dos d'un surveillant. Il a failli mourir. » Olga hocha la tête. « Je sais, j'ai lu. » « Alors ouvre l'œil. Tu gères le quartier disciplinaire. S'il bouge, tu viens me voir immédiatement. »« Compris, camarade major. » Il partit. Olga resta seule. Elle sortit d'un tiroir une photographie de son père. Jeune, en tunique militaire, 2 décorations sur la poitrine. Elle passa un doigt sur son visage. « Toi, tu ne leur aurais rien laissé passer, papa, » murmura-t-elle. « Moi non plus. » Le soir, après l'extinction des feux, elle fit sa ronde. Couloir du 3e secteur, cellule 9. La porte était entr'ouverte d'une paume, le planton aérant la pièce. Olga s'arrêta dans l'ombre. À l'intérieur, on parlait à voix basse. « Elle est grande, » dit la voix grave du tank. « Et pas petite du tout. Longues jambes. On voit tout de suite qu'elle a fait du sport. »« Sambo, » répondit le scalpel d'un ton doux. C'est marqué dans son dossier, maître de sport. Le Grec se tut, puis prononça un seul mot. Kravchenko. Olga se tendit. 3 jours et il connaissait déjà son nom. Sa sœur est à Kharkiv, poursuivit le Grec du même ton plat. Elle travaille dans une usine d'appareils électriques. 2 enfants, un garçon, une fille. On a l'adresse. Le tank siffla entre ses dents. Vous avez flairé vite. Pas moi, répondit le Grec. Des gens nous ont aidés, des gens bien. Olga recula d'un pas pour qu'il n'entende pas sa respiration. Son cœur battait fort, mais régulièrement. Elle reprit sa marche comme si elle n'avait rien entendu. À la salle de garde, elle s'assit et alluma une cigarette. La fumée avait un goût amer. Son père lui avait appris à ne jamais fumer. Mais parfois, sans fumer, c'était pire. 3 jours plus tard, tout devint plus visible. Le tank saluait les jeunes surveillants avec un sourire qui les faisait détourner le regard. Le scalpel montait chaque soir aux toilettes du dernier étage, soi-disant pour fumer, mais en réalité pour observer la zone des femmes par la fenêtre. Le Grec, lui, bougeait peu. Assis sur sa couchette inférieure, le dos droit, les mains sur les genoux. Mais quand Olga passait, il levait la tête et la regardait calmement, comme si tout était déjà décidé. Le 4e jour, au matin, elle inspecta les cellules et arriva devant la 9e. La porte était ouverte pour le nettoyage. Le Grec se tenait près de la fenêtre, le dos tourné. « Bonjour, Olga Stepanovna » dit-il sans se retourner. Elle se figea. « Selon le règlement, citoyenne-chef » répondit-elle d'une voix égale. Il se retourna lentement. Son sourire était à peine visible. « Bien sûr, citoyenne-chef. C'est juste que votre prénom est beau. Olga, comme ma mère. » Elle ne répondit pas. « Vous avez l'air particulièrement sévère aujourd'hui, » continua-t-il doucement. « Pas de cerne sous les yeux. Donc vous dormez bien. » Olga posa la main sur son holster. « Encore un mot hors règlement et c'est 10 jours de cellule disciplinaire. » Le Grec leva les paumes. « Je me tais. Juste une chose, Olga Stepanovna. Nous, on ne restera pas ici longtemps. Vous, si. » Elle tourna les talons et sortit. Dans le couloir, elle croisa Lyoka, un jeune surveillant. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il. « Rien » répondit-elle. « Tout va bien. » Mais quelque chose avait déjà bougé en elle. Pas de la peur, de la colère. Froide, comme l'acier du couteau de son père rangé dans sa table de chevet. Le soir, elle resta assise dans la salle de garde, les yeux sur l'horloge. 23h40. Derrière le mur, Lyoka ronflait. Olga sortit un carnet, ouvrit une page blanche et écrivit un seul mot. Grec. En dessous, tank. Encore en dessous, scalpel. Elle referma le carnet,
resta assise une minute, puis se leva, s'approcha du miroir et se regarda droit dans les yeux. « Tiens ton visage, Olga, » dit-elle à son reflet. « Encore un peu. » Elle éteignit la lumière et sortit dans le couloir. Quelque part, au fond du bloc, une couchette grinça. Quelqu'un ne dormait pas. Olga continua d'avancer sans se retourner. Le matin du 13 décembre commença par un appel bref à la salle de garde. Olga décrocha, sans quitter des yeux le rapport qu'elle était en train de terminer. « Kravchenko, j'écoute. » La voix du major Kolesnik était rauque, comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. « Olga Stepanovna, Tamara Ivanovna est à l'hôpital. Infarctus. Pas de médecin jusqu'à la fin de la semaine. Tu assures l'infirmerie. Examen, injection, pansement, tout ce que tu peux faire. » Olga posa son stylo. « Quand est-ce que je commence ?»« Tout de suite. 2 détenus du 4e ont de la fièvre. Un autre s'est brûlé la main à l'atelier. » Elle se leva, enfila une blouse blanche par-dessus son uniforme, prit une trousse médicale et sortit. À l'infirmerie, l'air sentait l'iode et les vieux bandages. 2 jeunes surveillants l'attendaient déjà. « Citoyenne-chef, les voilà !» dit Lyoka en montrant les couchettes. « Fièvre, tout. Et Roudenko, de la cellule 9, s'est coupé la main. Il dit que c'est un accident. » Olga s'approcha du tank. Il était assis au bord de la couchette, la paume gauche enveloppée d'un chiffon sale. Le sang perçait déjà. « La main, » dit-elle brièvement. Le tank tendit sa paume. Olga retira le chiffon. Une coupure nette de 5 cm. Pas profonde, mais propre. Comme faite au couteau, pas au verre. « Comment tu t'es coupé ?»« Du verre dans le sol, citoyenne-chef. Je nettoyais. » Elle rinça la plaie, posa 4 points précis. Le tank ne broncha pas. « Ça fait mal ?» demanda-t-elle. « J'ai connu pire, » répondit-il avec son sourire tordu. « Vous cousez bien, presque comme un vrai médecin. » Olga ne répondit pas. Elle finit le pansement et se releva. « 2 jours sans travail. Pansement demain à 9 h. » Le tank hocha la tête sans la quitter des yeux. « Merci, Olga Stepanovna. » Elle se figea une seconde. Aucun détenu n'osait l'appeler ainsi en face. Mais elle ne réagit pas. Elle sortit simplement. La journée passa dans le tumulte. Injection, thermomètre, comprimé. Le soir, ses mains se souvenaient encore de chaque geste appris à l'Institut de médecine. À 23h47, le téléphone de la salle de garde sonna. « Kravchenko !» La voix du planton du 3e secteur tremblait légèrement. « Citoyenne-chef, au quartier disciplinaire, cellule 9. Saveliev a une crise, il se débat, il mousse, il faut un médecin. » Olga regarda l'horloge. La nuit. Aller seule au quartier disciplinaire la nuit allait contre les consignes. Mais le médecin, c'était elle. « J'arrive, ouvrez la porte avant. » Elle prit sa trousse, glissa son pistolet Makarov dans sa poche, enfila un manteau par-dessus sa blouse et sortit dans le couloir. La lumière blanche des néons lui agressait les yeux. Ses pas résonnaient contre le béton. À l'entrée du quartier disciplinaire, le planton l'attendait. « Il est seul ?» demanda-t-elle. « Non, ils sont 3. Saveliev, Roudenko, Mirochnitchenko, tous dans la même cellule. Ils disent que la crise est violente. » Olga hocha la tête. « Ouvre !» La porte grinça. Le couloir du quartier disciplinaire était étroit, glacé, et sentait l'urine et le fer. Cellule 9, la dernière à droite. La porte était entr'ouverte d'une paume. Olga s'approcha et la poussa du pied. À l'intérieur, une ampoule faible sous le plafond. Les 3 hommes étaient assis sur leurs couchettes. Le grec, en bas, adossé au mur, les mains sur les genoux. Le tank, debout contre la paroi, les épaules écartées. Le scalpel accroupi dans le coin, les doigts triturant le bord du matelas. Personne n'était en crise. Olga s'arrêta sur le seuil. « Où est le malade ?» Le grec leva lentement la tête. « Bonsoir, Olga Stepanovna. Nous vous attendions. » Elle posa la main sur son arme. « Où est la crise ?» Le tank fit un pas en avant. « La crise est passée, mais l'aide est toujours nécessaire. » Le scalpel se redressa souplement, presque sans bruit. « Vous êtes médecin, nous sommes vos patients. » Olga recula d'un demi-pas. « Sortez un par un,
On réglera ça au bureau. Le Grec se leva. Une tête de plus qu'elle. Entrez donc, Olga Stepanovna. On va fermer la porte. Personne n'entendra. L'air devint plus épais. Encore un pas et je tire. Le tank sourit. Tirez, vous avez 8 balles, nous sommes 3. Le scalpel était déjà sur le côté. Elle ne l'avait pas vu bouger. Sa main se jeta sur son poignet, le tordit. Le pistolet tomba et heurta le béton. Le tank la saisit par les épaules et la poussa à l'intérieur. La porte claqua. La clé tourna dans la serrure de l'intérieur, nettement. Olga se débattit. Un coup de genou dans l'aine du tank. Il grogna mais ne la lâcha pas. Le Grec s'approcha, lui prit le menton entre 2 doigts. « Doucement, docteur, on peut faire ça gentiment. » Elle le frappa du coude à la gorge. Il toussa, mais ne la lâcha pas. Le scalpel ramassa le pistolet et le glissa dans sa ceinture. « Joli uniforme » murmura-t-il en effleurant un bouton de sa poitrine. Ce serait dommage de l'abîmer. Le tank la jeta sur la couchette. Elle tomba sur le dos. L'air quitta ses poumons. Le Grec se pencha au-dessus d'elle. « On veut juste que vous nous soigniez, à notre manière. » Ce qui suivit détruisit quelque chose en elle. Quand tout fut terminé, elle resta allongée, le corps couvert de bleu et de sang, sa blouse et son uniforme déchirés. Ils se tenaient autour d'elle, refermant leurs pantalons. Le Grec s'accroupit près d'elle, lui releva le menton. « Nous savons où travaille ta sœur, à l'usine. Les enfants vont au jardin d'enfants juste en face. Si tu parles, demain elle recevra une visite, tu as compris ?» Olga ne répondit pas. Elle respirait seulement lourdement, par la bouche. « Tu signeras un rapport, dit-il. Agression, légitime défense, tout propre. » Elle se tut. « Va-t'en, le matin approche. » Le tank ouvrit la porte. La clé tourna. Olga se releva lentement. Ses jambes tremblaient. Elle sortit dans le couloir. La porte se referma derrière elle. L'horloge de la salle de garde indiquait 4h18. Olga s'assit à son bureau. Ses mains ne tremblaient pas. Quelque chose s'était simplement brisé à l'intérieur. Silencieusement. Définitivement. Elle resta immobile encore 7 minutes, les yeux fixés sur le rapport de service. Puis elle se leva. Ses jambes obéissaient encore, même si une douleur sourde battait dans ses hanches. Elle alla au lavabo, ouvrit l'eau. Le jet glacé frappa ses poignets. Elle s'aspergea le visage. Puis elle sortit de la trousse médicale un petit pot de fond de teint presque transparent, celui qu'elle gardait pour les nuits de garde quand il fallait cacher la fatigue. Cette fois, il servait autrement. Elle l'appliqua sous l'œil gauche où une ecchymose violette apparaissait déjà, puis sur le cou, là où les doigts du Grec avaient laissé des traces sombres, sur la clavicule, sur le poignet. Ses gestes étaient précis, habituels, comme si elle recousait la plaie de quelqu'un d'autre. Dans le miroir, son visage redevint presque normal. Seulement sa lèvre saignait encore. Elle enfila une chemise propre de rechange, boutonna son uniforme jusqu'en haut, ajusta le col, puis se rassit à son bureau. Elle prit un formulaire et écrivit d'une écriture droite « Dans la nuit du 14 décembre 1989, entre 0h45 et 4h, les condamnés Saveliev G.I., Roudenko V.P. et Miroshnichenko O.V., détenus dans la cellule 9 du quartier disciplinaire, ont commis une attaque collective contre l'inspectrice principale du régime, Kravchenko O.S., dans le but de s'emparer de son arme de service et de lui infliger de graves blessures. En situation de menace directe pour la vie et la santé, l'arme de service PM a été utilisée. L'incident a été neutralisé. Aucun membre du personnel n'a été blessé. Elle relut. Tout était propre. Pas un mot de trop. Signature, tampon. C'était fait. À 6h30, Lyoka arriva pour la relève. « Bonjour, Olga Stepanovna. Comment s'est passée la nuit ?»« Normalement, » répondit-elle. « Le rapport est sur la table. » Il parcourut rapidement le papier. Une attaque au quartier disciplinaire ? Sérieux ? Sérieux. Légitime défense.
Il hocha la tête sans poser plus de questions. « Tu es entière ?»« Oui. » Il regarda son visage. « Sous l'œil ?»« Je me suis cogné contre un chambranle. » Il haussa les épaules. « Ça arrive. » Une demi-heure plus tard, elle était déjà au rassemblement du matin, au premier rang des officiers. Le major Kolesnik passa devant la ligne, s'arrêta devant elle. « Kravchenko, après le rassemblement, dans mon bureau. » Bien reçu. Les détenus se rangèrent en silence. Le grec se tenait au troisième rang, les mains dans le dos. Quand la colonne passa devant elle, il leva les yeux. Son regard était calme, presque bienveillant. Olga le regarda droit en face pendant une seconde, pas plus, puis détourna la tête. Après le rassemblement, elle entra dans le bureau du major. Kolesnik était assis derrière son bureau, une cigarette entre les doigts. « Assieds-toi. » Elle s'assit. Il fit glisser le rapport devant lui. « J'ai lu. Qu'est-ce qu'il s'est vraiment passé ?»« Comme c'est écrit. Ils ont attaqué à 3, tenté de prendre l'arme. J'ai dû tirer en l'air et les repousser dans la cellule. » Il expira la fumée. « En l'air ?»« En l'air. »« Personne de blessé ?»« Personne. » Il resta silencieux un moment. « Tout va bien ?» Olga le regarda dans les yeux. « Tout va bien, camarade major. » Il hocha lentement la tête. « Si quelque chose remonte, tu viens me voir. Pas de scandale. » « Compris. » La journée s'écoula de façon mécanique. Contrôle de cellules, déplacements, rapports. Olga parlait peu, juste l'essentiel. Sa voix ne tremblait pas, ses mains non plus. Mais en elle brûlait désormais quelque chose de petit, de têtu et de froid. Le soir, à 19h40, elle resta seule dans la salle de garde. Elle verrouilla la porte, s'assit à son bureau, sortit de sa poche la photo de son père et la posa devant elle. Son père la regardait comme toujours, sévère mais droit. Olga passa son doigt sur le visage de la photo. « Toi, tu ne leur aurais pas pardonné, papa, » murmura-t-elle. « Je sais. » Elle resta ainsi 1 minute. Puis elle se leva, ouvrit le coffre, sortit son pistolet de service, retira le chargeur et compta les cartouches. 8. Chargeur plein. Elle le remit, arma la culasse. Le déclic résonna dans le silence plus fort qu'il n'aurait dû. Elle posa le pistolet sur la table, revint s'asseoir et regarda la photo. « Ils pensent qu'ils m'ont brisé, » dit-elle à voix basse. « Ils se trompent. » Son ton était plat, sans larmes, sans tremblement. Elle se pencha légèrement vers la photographie. « Ils vont mourir, papa. » Le mot tomba dans le silence comme une pierre dans l'eau. Lentement, mais irréversiblement. Les 2 jours suivants, Olga vécut comme une horloge. Chaque mouvement, chaque regard, chaque habitude fut enregistrée dans sa mémoire comme dans un procès verbal. Le 16 décembre au matin, elle se tenait au rassemblement, uniforme impeccable, regard fixe. Le grec, le tank et le scalpel sortirent au 3e rang. Le grec lui fit un léger signe de tête, comme à une vieille connaissance. Elle ne répondit pas. Après le rassemblement, elle alla au 3e secteur, cellule 9. La porte était ouverte pour l'inspection. « Tout est en ordre ?» demanda-t-elle d'une voix égale. « En ordre, citoyenne-chef. » Elle entra. Le grec était allongé sur la couchette du bas, les mains derrière la tête. Le tank dormait en face, le dos tourné, ronflant doucement. Le scalpel était assis en haut, les jambes pendantes, fumant dans son poing. Olga traversa la pièce lentement, comme si elle vérifiait seulement les barreaux, mais elle mémorisait. Le grec se levait le premier, à 5h50. Le tank se retournait contre le mur à minuit et dormait jusqu'au réveil. Le scalpel fumait 3 cigarettes d'affilée aux toilettes avant l'extinction. Le soir même, elle fit une seconde ronde. Aux toilettes du 3e secteur, le scalpel se tenait à la fenêtre, rejetant la fumée dans la fente du cadre. Olga passa sans s'arrêter. Il se retourna. « Bonsoir, Olga Stepanovna. » Elle ne répondit pas. Elle nota seulement, la fenêtre des toilettes donnait sur la cour intérieure et n'était pas grillagée au-dessus. On pouvait y faire passer quelque chose. Dans la nuit du 17 décembre, elle resta dans la salle de garde après l'extinction. Lyoka et Dima somnolaient dans la pièce voisine. Olga verrouilla la porte, sortit d'un coin caché sous sa table de nuit une vieille boîte en fer de thé, une cachette laissée par son père, et l'ouvrit.
À l'intérieur reposait un couteau finlandais, manche noire, lame étroite, à double tranchant. Cadeau de ses 16 ans. Si un jour tu dois frapper Olia, frappe la première et ne t'arrête pas. Elle passa le doigt le long de l'acier froid, puis elle posa le couteau sur la table à côté de son carnet et écrivit. Cellule 9, réveil 5h50. Grec, couchette basse contre le mur. Tank, en face, dos au passage. Scalpel, couchette haute. Fume aux toilettes à 23h30. Tableau électrique du couloir, boîtier 7B. Clé de réserve de l'isolement 11 dans le coffre du poste. Code 9874. Elle referma le carnet, resta assise 1 minute, puis se leva et prit le téléphone. Elle composa le numéro du major Kolesnik. Les sonneries furent longues. Kolesnik, camarade major, Kravchenko, je demande l'autorisation de transférer Saveliev, Rudenko et Miroshnichenko dans l'isolement numéro 11. Information opérationnelle. Silence. La Kolès, conversation surprise, menace envers le jeune personnel, préparation d'une attaque nocturne. Encore un silence. Tu es sûr de ton motif? Oui. D'accord, fais-le, mais sans bruit. Rapport sur mon bureau demain matin. Bien reçu. Elle raccrocha, remplit immédiatement le formulaire de transfert et le tamponna. À 1h15, elle sortit dans le couloir. Lyoka et Dima étaient assis à leur poste, à moitié endormis. Lyoka, Dima, aidez-moi à transférer les 3 de la cellule 9 dans l'isolement 11. Lyoka se frotta les yeux. Qui? Le grec et ses 2 ombres. Dima fronça les sourcils. La nuit? Pourquoi? Ordre du major, risque de mutinerie. Ils échangèrent un regard puis haussèrent les épaules. Bon, on y va? Ils ouvrirent la cellule 9. Le grec était déjà assis sur sa couchette comme s'il attendait. Encore, citoyenne-chef? Olga ne répondit pas. Les mains dans le dos. Le tank se leva lourdement. C'est quoi encore ça? Transfert à l'isolement, menace contre le personnel. Le scalpel eut un petit sourire. Contre qui? Toi? Elle le fixa. Contre le personnel, les mains. Ils furent conduits dans le couloir. Lyoka et Dima les escortaient. Olga marchait derrière. Le grec se retourna légèrement. « Tu crois que c'est la fin ?» demanda-t-il à voix basse. Elle répondit du même ton. « C'est le début. » Ils les enfermèrent dans l'isolement numéro 11. Cellule vide, froide. Une seule ampoule au plafond. La porte se referma. La clé tourna. Lyoka essuya son front. « Voilà, c'est fait. Allez vous reposer, » dit Olga. Ils partirent. Elle resta seule un instant devant la porte, à écouter. Silence. Puis la voix du grec, étouffée derrière la tôle. « Tu es là, Nadieda ?» Elle ne répondit pas. Elle retourna à la salle de garde, verrouilla la porte, posa le couteau sur la table, vérifia son pistolet, enfila un vieil uniforme sans galon ni insigne, celui qu'elle portait autrefois pour l'entraînement au tir. Dans le miroir, son visage semblait étranger, mais ses yeux étaient toujours les siens. L'horloge indiquait 3h40. Elle glissa le couteau à sa ceinture, prit le PM en main, alla jusqu'au tableau électrique du couloir et ouvrit le boîtier. Elle abaissa le disjoncteur du couloir du bloc 11. Un clic. La lumière du fond s'éteignit. Les caméras moururent. Elle coupa sa radio, la laissa sur le bureau, puis marcha dans le couloir silencieux jusqu'à la porte de l'isolement 11. Elle inséra la clé, tourna. La serrure céda avec un bruit sec. La porte de l'isolement 11 s'ouvrit dans un grincement lourd. L'ampoule au plafond jetait une lumière jaune et sale, allongeant les ombres sur le béton. Les 3 hommes levèrent la tête en même temps. Le grec parla le premier, d'une voix basse presque tendre. « Olga Stepanovna, une visite nocturne. Tu t'ennuyais de nous ?» Elle entra, le PM dans la main droite, canon baissé, le couteau à la ceinture. La porte se referma derrière elle avec un claquement sec. Le tank souffla la fumée par les narines. « Toute seule? Courageuse !» Le scalpel sauta de sa couchette avec souplesse. « Ferme bien derrière toi, je n'aime pas être dérangé. » Olga leva lentement le pistolet. Le canon pointa la poitrine du grec. « Les mains derrière la tête,
tous les trois. Le Grec leva les paumes sans se presser. Tu sais ce qui t'arrivera si tu tires. Demain, ta sœur... Les mains derrière la tête, répéta-t-elle. Sa voix ne tremblait pas. Le tank fit un pas. Allez, Nadia, on peut encore être gentil. Elle tira. La balle entra dans le genou gauche du Grec. L'os craqua. Le sang éclaboussa le sol. Il hurla et s'effondra sur la couchette. Le tank se rua sur elle. Deuxième coup de feu. La balle lui traversa l'épaule droite. Il pivota, tomba à genoux, la main plaquée sur la blessure. Le scalpel resta figé, les yeux écarquillés. « Tu es folle ?» Elle fit un pas vers lui. « À terre !» Il ne bougea pas. Troisième coup de feu, dans sa cuisse gauche. Il s'écroula en criant d'une voix aiguë. Olga s'approcha du Grec, qui se tordait, les doigts noyés de sang. « Regarde-les » dit-elle doucement. Il leva vers elle des yeux rouges de douleur. « Tu es malade !» Elle se tourna vers le tank. Il essayait de ramper vers le mur. Elle tira dans son ventre. Il se replia sur lui-même, le souffle arraché, le sang jaillissant de sa bouche. « Regardez-vous bien !» répéta-t-elle. « Souvenez-vous !» Le scalpel rampait déjà, laissant derrière lui une trace rouge sur le béton. « S'il te plaît, je ne voulais pas !» Olga s'accroupit près de lui et posa le canon contre sa nuque. « Tu voulais, tu riais !» Le coup partit, sa tête tressaillit, son corps retomba lourdement. Le tank râlait encore, noyé dans son propre sang. « Non, non !» Elle tira une seconde fois, cette fois dans la tête. Silence. Il ne restait plus que le Grec, adossé au mur, la jambe détruite, le visage blanc. « Tu n'oseras pas !» murmura-t-il. « Tu es encore un être humain. » Olga s'accroupit devant lui. Le canon du PM toucha son front. « J'étais humaine, vous m'avez pris ça. » Il la regarda, et dans ses yeux, il n'y avait plus de menace, seulement une compréhension glacée. « Pour ta sœur ?» demanda-t-il d'une voix cassée. « Pour tout. » Elle sortit le couteau. La lame brilla sous l'ampoule. Le Grec tenta de reculer. Elle bloqua son épaule avec son genou. « Ne bouge pas, ce sera pire. » Elle travailla méthodiquement, sans émotion, comme autrefois à la faculté de médecine. Un geste net, contrôle, précision. Le Grec hurla lorsque l'acier entra. Elle finit proprement, sans mouvement inutile. Puis elle se releva, essuya la lame sur sa chemise, ramassa le PM et revint devant lui. Il respirait encore, par saccades. « Le dernier !» murmura-t-elle. Le coup de grâce dans la tête. Le corps glissa lentement contre le mur, laissant une traînée rouge. Le silence tomba. Olga resta un instant immobile au milieu de la cellule. Le sol était couvert de sang. L'air sentait la poudre, le fer, la peur et la mort. Elle sortit un mouchoir de sa poche, essuya soigneusement la poignée du PM et le plaça dans la main encore tiède du Grec, repliant ses doigts autour de l'arme. Puis elle prit un vieux pistolet artisanal confisqué lors d'une fouille quelques jours plus tôt, le posa près du tank, dispersa plusieurs douilles au sol, en jeta 2 autres vers la couchette du scalpel. Tout avait l'air crédible. Une fusillade entre détenus, un règlement de compte. Elle sortit, referma la porte, tourna la clé. Ses pas dans le couloir étaient réguliers, silencieux. Elle remonta le disjoncteur. La lumière revint. Dans la salle de garde, elle s'assit, regarda l'horloge. 4h12. Puis, elle prit la radio. Poste 3, Kravchenko. Coup de feu dans l'isolement 11. Les détenus ont pris une arme. Groupe d'intervention immédiatement. Elle posa la radio, attendit 1 minute, puis remplit un nouveau rapport. Version officielle, propre, sans faille. Le major Kolesnik arriva 12 minutes plus tard avec 2 hommes armés. L'odeur de poudre et de sang leur sauta au visage dès l'ouverture. Le Grec était assis contre le mur, le PM en main, le tank face contre terre dans sa mare rouge, le scalpel sur la couchette, les jambes pendantes, un trou dans la nuque. « Ça ressemble à un règlement de compte », dit Kolesnik en allumant une cigarette. « Saveliev a tué les 2 autres,
puis s'est tiré dessus. Olga resta silencieuse. « Ta version » demanda-t-il. « J'ai entendu des tirs, puis le silence, c'est tout. » Il tira une longue bouffée. « Très bien, écris le rapport. Tentative de prise d'armes, conflit interne, aucun blessé dans le personnel. » Le matin, une commission régionale arriva. 3 hommes en civil, un lieutenant-colonel en uniforme. Olga fut interrogée la dernière. Elle répéta mot pour mot sa version. Voix stable, regard fixe. Le lieutenant-colonel la regarda longuement, puis dit « Vous avez bien réagi. Vous recevrez des remerciements du commandement. Je sers l'Union soviétique. » À 11h40, Olga sortit sur la cour. Les détenus se rangeaient pour partir au travail. Personne ne la regarda plus d'une seconde. Même ceux qui avaient l'habitude de la saluer baissèrent les yeux. Le silence du bloc avait changé. Ce n'était plus seulement de la peur, c'était une compréhension. Mieux valait ne pas s'approcher d'elle. 1 mois et demi plus tard, le 28 janvier 1990, Olga demanda son transfert vers une autre colonie, loin de Kharkiv. « Motif » demanda Kolesnik. « Raison familiale. » Il la regarda un long moment, puis signa. Le 9 mars 1990, elle descendit d'un train à la gare de Vinnytsia avec une seule valise. Un nouveau camp, un nouveau poste, un autre début. Là-bas, elle travailla en silence, toujours droite, toujours boutonnée jusqu'au col. En juin, sa sœur vint lui rendre visite avec les enfants. Derrière la grille, Olga les serra contre elle. Pour la première fois depuis longtemps, quelque chose de chaud se remit à vivre en elle. Le soir, seule dans sa chambre, elle sortit une dernière fois le couteau de son père, le manche noir, la lame fine, le dernier argument. Elle le regarda longuement, puis le rangea dans son tiroir. « Merci, papa », murmura-t-elle. Ensuite, elle s'allongea et ferma les yeux. Pour la première fois depuis des mois, le sommeil vint vite, profond, sans rêve.